L'heure est grave. Solo Guillaume brise le silence et casse les papos concernant sa maladie. Actuellement, c'est gâté. Regardez la vidéo. De vous retrouver après tout ce temps de silence, je dirais d'hibernation. Étant entendu que une telle cérémonie, une telle occasion large de parler avec les militantes et les militants ne s'est pas présentée en termes d'occasion il y a de cela quelques années. Vous me connaissez, vous le savez, chaque 31 décembre, j'ai toujours eu pour habitude, quand encore j'étais dans mon pays, de me retrouver à Ferké, ma ville natale, pour partager avec les populations ces moments que je leur dédiais à l'occasion du festival de Ferké, le festival du Tchologo. Aujourd'hui, l'exil qui m'est imposé me contraint à fêter loin des miens. Mais, je l'ai tantôt dit, vous retrouver grâce et par ce dispositif technique me réjouit tout autant. Voyez-vous, l'exil n'est pas à souhaiter. D'ailleurs, la constitution de la Côte d'Ivoire interdit d'exiler le citoyen. Mais vous savez mieux que moi les circonstances qui m'éloignent de notre chère patrie. Mais je voudrais tout de suite vous rassurer. Vous ne devez en rien être triste de ce qui jalonne le parcours politique d'un homme. L'exil fait partie de la vie. Elle fait partie de ma vie. Et elle fait partie, généralement, de la vie des grands hommes, qu'ils soient religieux, spirituels, artistes, hommes politiques. Avant nous, bien de personnalités ont connu cette mésaventure. Et je peux vous dire que chaque personne ou individu aborde l'exil de différentes manières. Certains sont totalement brisés par l'exil. D'autres, au contraire, puisent dans les ressources intérieures, dans leur trip, leur âme, leur fort intérieur, les ressources nécessaires pour avancer. Et en ce moment-là, l'exil ne devient qu'un passage momentané. De grands hommes ont vécu en exil. D'autres ont connu des sorts différents. Et c'est pourquoi je voudrais vous dire ma conviction et vous assurer que ce moment difficile que j'ai vécu m'a rendu plus fort. Il y a plusieurs catégories d'hommes politiques. Certains, parce qu'ils ont vécu en exil, deviennent aigris contre la société. Et parce qu'ils ont réussi à traverser les affres, la pénibilité de l'exil, ils se croient investis
de façon divine d'une mission. Et puis d'autres qui traversent l'exil en ayant pris une véritable cure d'humilité. Je veux être de ce lot. Je veux être de ceux qui pensent que parce qu'ils sont des humains, ils sont faillibles, peuvent faire des erreurs. Je veux être de cette catégorie qui pense que l'on doit servir le peuple et non au peuple de les servir. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais donc donner l'assurance aux uns, aux autres, de ma détermination à continuer avec vous le combat pour plus de liberté, plus de démocratie en Côte d'Ivoire. Me voilà donc devant vous, comme dirait quelqu'un, en chair et en os. Je me porte bien, mentalement et physiquement. Oui, je sais que beaucoup de rumeurs suscitées à dessein dans l'optique de déstabiliser nos bases m'ont fait passer pour un souffreteux. Mais je suis là devant vous pour vous dire que je me porte bien. Oui, délesté de quelques kilos, heureusement. Avant, quand j'avais de l'embonpoint, on me surnommait, je dirais avec moquerie, du petit gros. Maintenant que j'ai décidé de devenir un Sikini, S-I-K-I-2-N-I, pas le Sikini d'anglais, je les vois encore sans plaindre. Mais, chers compatriotes, je suis disposé à me soumettre à toutes sortes de batteries pour bien vous prouver que je vais bien. Mes chers compatriotes, la situation de notre pays, je la connais. Bien que loin de mon pays, je la vis intimement. Le monde paysan, qui jusqu'à présent ne bénéficie pas du juste prix de son labeur, le café, le cacao, l'EVA, le palmier à huile, qui pourtant rapporte des devises à notre pays. Les jeunes qui sortent des écoles et des centres de formation munis de diplômes, mais qui ne trouvent guère de travail stable. Le marché du travail qui est en profond décalage avec nos formations scolaires, universitaires et professionnelles. La situation difficile de nos mamans du monde rural. Ces mamans qui, dans nos marchés depuis l'aube, exposées en permanence à toutes sortes d'intempéries, d'insécurité, n'arrivent pas à soutenir convenablement les familles. Les travailleurs du secteur privé, confrontés depuis des décennies aux défis de maigres salaires qui, du reste, est avalé par l'inflation galopante et non maîtrisée. Les milliers de fonctionnaires, notamment les enseignants et les soignants, dont les conditions de vie et de travail laissent à désirer, alors même qu'ils sont les piliers du développement humain de notre nation. Les jeunes entrepreneurs et innovateurs qui, malgré leur créativité et leur détermination, peinent à accéder au financement, à l'accompagnement et aux opportunités pour transformer leurs idées en projets viables, capables de générer des emplois et de créer de la richesse.
Tout ceci ne m'est pas étranger. Chers compatriotes, je connais vos souffrances. Je sais aussi vos attentes. Permettez-moi, à ce stade de mon propos, avant d'aller plus loin, de commencer par féliciter nos militants. Je vous salue pour votre résilience, votre courage face à l'adversité. Parce que GPS fait l'objet d'une rare brutalité, comme si nous étions le seul mouvement existant en Côte d'Ivoire, militant chaque année emprisonné, chaque année exilé. Mais malgré cette adversité féroce, vous êtes resté constant et cohérent. Et je m'en réjouis. C'est pourquoi je vous invite à avoir des pensées émues pour nos camarades qui, encore, à ce jour, sont dans les liens de la détention. Je pense au député Kandos Moro, à M. Elhadji Traoré Mamadou, au jeune frère Kader Doumbia, au commandant Fofana Aboulaye. Prions ensemble pour que, grâce à la bonne fortune, ils puissent recouvrer la liberté. Mesdames et messieurs, il y a quelques années, je n'avais pas l'opportunité de m'adresser à vous comme je le fais aujourd'hui. Loin que j'étais, exilé à l'autre bout du monde, sur le continent asiatique. Certes, je ne suis pas encore avec vous sur la terre de nos ancêtres de Côte d'Ivoire, mais je ne suis plus loin. Et c'est pourquoi je voudrais personnellement, au moment où je peux vous parler comme je le fais maintenant, remercier tout particulièrement certains chefs d'État qui, dans ma difficulté, ont été d'un soutien et d'un humanisme notable que je tiens à relever ici. Je voudrais tout particulièrement saluer les présidents, le général Assimi Goïta, le général Abdraman Tiani, le capitaine Ibrahim Traoré, qui, en autorisant ma présence sur le territoire d'Afrique de l'Ouest, me donne l'occasion, l'opportunité de renouer avec les senteurs et les effluves de l'harmattan, de notre sous-région qui m'a tant manqué toutes ces années durant. Je voudrais aussi saluer certains chefs d'État que je ne citerai pas. J'en aurai l'opportunité à d'autres occasions. Les remercier pour leur aide. Les remercier pour tout ce qu'ils ont pu faire pour moi. Je suis un fils d'Afrique. Je suis un fils de l'Afrique de l'Ouest. Je suis de nationalité ivoirienne. Ma place n'est pas en exil. Ma place n'est pas en Asie, ni en Europe. Ma place, c'est en Afrique. Ma place, c'est en Côte d'Ivoire, pour me rapprocher un peu plus de la tombe de mon père et de ma mère, enterrés à Ferté, à qui je pense constamment, puisque chaque année, je me rendais au pied de leur tombe. Ceux
que je n'ai pas pu faire depuis 6 ans. C'est avec émotion que je vais penser à eux aujourd'hui et penser à tous ceux de nos militants qui sont morts et qui ont perdu la vie. Que Dieu les accueille en son paradis. Mesdames et messieurs, si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour m'adresser à vous sans acrimonie. Je ne ferai pas de logorée. Je ne tomberai pas dans la verbosité. Je m'adresse à vous pour vous dire que je fais partie de la communauté nationale et que l'exil m'ayant renforcé, forgé, fortifié, je suis plus que jamais déterminé à servir mon pays et à me présenter à l'élection présidentielle. Dame Nature, m'ayant déjà par le passé autorisé, permis, donné l'opportunité, l'occasion de servir mon pays à de hautes responsabilités. Tenez, de 1960 à 2024, sur environ les 20 millions d'Ivoiriens, 25 millions peut-être, de 1960 à 2004, dis-je, la Côte d'Ivoire n'a connu en tout et pour tout que 8 présidents de l'Assemblée nationale. Parmi ces 8 présidents, votre serviteur que je suis fait partie. Et j'ai assumé ces responsabilités tout en vous laissant toute la latitude d'apprécier mon bilan. De 1960 à 2024, la Côte d'Ivoire n'a connu en tout et pour tout que 12 premiers ministres. Là encore, Dame Nature m'a permis de figurer au titre de ces 12 personnalités en qualité de Premier ministre. Il me plaît de signaler que de toutes ces personnalités, 20 au total, si on ajoute les 8 présidents d'Assemblée nationale aux 12 premiers ministres, nous avons été peut-être seulement 2 anciens premiers ministres à avoir servi 2 présidents de la République. Mon doyen, le Premier ministre Kablan Duncan, et moi-même. J'ai, disons donc, eu le privilège inénarrable de servir mon pays au plus haut niveau avec toute ma passion, ma force, ma conviction. Cela est une expérience qui m'a permis de connaître intimement le fonctionnement de l'appareil étatique et de me frotter au mécanisme de son exercice harmonieux. Aujourd'hui, je suis prêt, dès demain, à servir mon pays au plus haut niveau. Pour ce faire, j'ai élaboré un programme de gouvernement, un projet de société que, à l'occasion, je tiendrai à la disposition de la Côte d'Ivoire. Et nous pourrons, dans un cadre aseptisé, en Côte d'Ivoire, exprimer, expliquer, vulgariser nos positions, notre philosophie,
notre vision. Mesdames et messieurs, voici le propos que je tenais à partager avec vous. Je tenais à ce qu'ensemble, nous nous donnions la main pour restaurer la dignité de chaque citoyen en Côte d'Ivoire. Je suis un homme apaisé, sans rancœur. Oui, j'ai entendu bon nombre de personnes à chaque fois déclarer ou réclamer que dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, que M. Soro, je l'ai entendu, demande pardon aux Ivoiriens. Mais sachez-le, je n'ai pas attendu ces invitations qui, peut-être, sincères, je n'en sais rien, mais je n'ai pas à présumer le contraire. Mais d'ailleurs, j'ai demandé à mes équipes de faire un travail scientifique et de montrer, depuis 1960 à 2004, lequel des hommes politiques ayant servi l'État à un niveau aussi élevé que Premier ministre ou président de l'Assemblée nationale, qui ait autant fait usage du mot pardon dans ses discours. Le président Laurent Gbagbo, que je salue par ailleurs, pour tout son humanisme, quand il m'a fait l'honneur de me nommer Premier ministre en 2007, le premier discours que j'ai tenu, le mot central de ce discours, j'ai dit bien 2007. J'ai dit bien 2007, plus de 15 ans maintenant, plus de 10 ans s'il vous plaît. Le mot central de mon discours était le pardon, que j'ai concrétisé dans ma feuille de route par l'organisation de la Flamme de la Paix à Bouaké, où nous avons demandé pardon aux Ivoiriens. Et je ne me suis jamais dérobé de ma responsabilité. Vous me connaissez. Aujourd'hui, je le dis tout net, après l'exil que j'ai vécu, le lawfare que j'ai subi, cette exclusion, la férocité des attaques contre ma personne, je veux professer la réconciliation entre les filles et les fils de la Côte d'Ivoire. Nous ne réussirons jamais à bâtir une nation viable et fiable si nous ne nous investissons pas dans la recherche, par le pardon, le dialogue, à faire la paix et à réconcilier les Ivoiriens, à recoudre le tissu de l'unité nationale qui n'aurait jamais dû se déchirer. Et c'est ça, le rôle d'un leader. Je ne veux pas gouverner la Côte d'Ivoire par la crainte, mais par l'art de vaincre par la conviction, par ma capacité à convaincre le citoyen et aller apporter l'apaisement dans le cœur de ce citoyen qui se trouve à Nyangrubono, qui se trouve à Zouanie, qui se trouve à Sipilou. Je veux, par le dialogue, le discours, les actes, aller convaincre celui réticent à San Pedro,
attendent et leur dire, nous sommes des Ivoiriens. Nous n'avons pas d'autre alternative que de nous mettre ensemble, de mutuellement accorder le pardon aux uns aux autres, nous donner la main. Car le défi majeur, ce n'est pas entre nous. Le défi du développement, ce n'est pas entre le nord, le sud, l'est, l'ouest, le centre de la Côte d'Ivoire. Il est ailleurs. Ne voyez-vous pas, chers compatriotes, que dans la sous-région, tous les autres peuples s'unissent? Il faut saluer du reste la Confédération des États du Sahel, qui ont bien compris que les enjeux de leur développement, les enjeux de l'émancipation, de la vraie indépendance, c'est la prise de conscience que nous sommes tous les mêmes et que nous devons affronter plus grands défis et dangers. Chers compatriotes, est-ce que nous ne nous rendons pas compte qu'en continuant de tenir le langage de la division, de l'exclusion, en tenant ce discours et en lançant des rodomontades, nous continuons à nous affaiblir en tant que nation? Quand allons-nous rendre compte que les Ivoiriens doivent se retrouver? Je ne demande rien pour moi, puisque l'exil, je l'ai vécu, je l'ai accepté. J'ai compris que si Dieu, comme l'appellent les chrétiens, Allah, comme l'appellent les musulmans, et les matérialistes, qui vous parleront donc de dame nature, si Dieu a permis que je sois en exil toutes ces années, il sait certainement pourquoi. Et si toutes ces années, je suis encore sur mes jambes solides, et Inch'Allah, alléluia, Dieu sait aussi pourquoi. Et s'il me permet aujourd'hui de m'adresser à vous, certainement qu'il sait aussi pourquoi. C'est pourquoi vous me permettrez de conclure que je suis aujourd'hui devant vous pour vous dire que c'est un homme apaisé, un homme qui a gagné en maturité. Je m'adresse à vous pour vous inviter au plus grand cadeau que nous pourrons offrir aux Ivoiriens, le rassemblement, la réconciliation. Mesdames et messieurs, je voudrais donc souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous une bonne et heureuse année 2025. Que Dieu vous bénisse et bénisse la Côte d'Ivoire. Et retenez ceci. Quelquefois, l'on raconte sa destinée par le chemin qu'on prend pour l'éviter. Je vous remercie.